À sa mort en 1973, Bruce Lee laisse incontestablement un héritage à travers ses films. Outre sa filmographie, il reste également dans nos mémoires comme le fondateur du Jeet Kune Do. Ceci n'est pas un film sur Bruce Lee, mais l'unique film sur le Jeet Kune Do réalisé par Bruce Lee lui-même. Ce film n'aurait pas pu être réalisé sans la totale coopération de la Fondation Bruce Lee, qui nous a permis de vous montrer en exclusivité les films d'entraînement et les vidéos de l'acteur, ainsi que ses enregistrements audio et ses notes personnelles sur les méthodes d'entraînement. Vous entendrez les commentaires de Bruce Lee, ainsi que les interventions de son fils Brandon Lee et de Dan Inosanto, que Bruce a choisi pour perpétuer l'enseignement du Jeet Kune Do. Je m'appelle Bruce Lee et je suis né à San Francisco en 1940. Mon art martial se nomme en cantonais Jeet Kune Do, c'est-à-dire voie du poing qui intercepte. Le Jeet Kune Do, dont je suis l'inventeur, fait partie du panthéon des arts martiaux aux États-Unis. Cela signifie que pour la première fois, une toute nouvelle forme d'art martial est reconnue au niveau national. Car le Jeet Kune Do n'a pas été créé il y a 1000 ans ou un siècle, mais vers 1965, par un homme consciencieux appelé Bruce Lee. Aucun pratiquant d'arts martiaux digne de ce nom ne peut ignorer le Jeet Kune Do. J'ai rencontré Bruce Lee en 1964 par l'intermédiaire d'Ed Parker, qui était à l'époque mon instructeur de karaté Kempo. Cette année-là avait lieu le premier tournoi international de karaté à Long Beach. Quand Bruce Lee est rentré aux États-Unis, il avait appris plusieurs arts martiaux, comme le style Wu du Tai Chi, qu'on appelle parfois Unga à Hong Kong. Il avait également appris la boxe occidentale, bien sûr, et puis son frère l'avait initié à l'escrime, à l'épée, pour être plus précis. Bien sûr, il maîtrisait le Wing Chun, et puis ensuite, il avait découvert le Tom Toy. Il connaissait 12 positions de Tom Toy, et je crois qu'il s'était entraîné au Choi Lee Fut. Voilà tous les arts martiaux que Bruce a introduits aux États-Unis. Au début, le Wing Chun était son système de référence. Mais au fur et à mesure, il s'en est écarté et s'est inspiré de plusieurs autres systèmes, en prenant ce qui l'intéressait. C'est pour cela qu'il disait « Retiens ce qui t'est utile et rejette ce qui ne l'est pas ». C'est ça le concept du Jeet Kune Do. Bruce Lee disait qu'il ne fallait pas choisir une voie particulière, ni la voie japonaise, ni la chinoise, la coréenne, la philippine, l'indonésienne ou celle d'Okinawa. Il ne faut pas choisir une voie particulière, mais créer la sienne. Un autre concept du Jeet Kune Do, c'est qu'il n'y avait aucune limite comme limite. Cela signifie qu'il ne faut pas se limiter à un style, philippin, indonésien, malais, mais utiliser ce qui nous paraît nécessaire. Parce qu'il arrive que selon le contexte, on choisisse d'utiliser tel art martial et non tel autre. Le Kung Fu est un art martial chinois à l'origine. C'est l'ancêtre du karaté et du jujitsu, mais c'est un système plus complet et fluide. On peut pratiquer le Kung Fu seul ou avec un partenaire. En solo, l'art consiste à apprendre des formes d'animaux, une grue, un singe, une menthe religieuse. Les arts martiaux comprennent tous les arts de combat, comme le karaté, le judo ou le kung fu, appelé également boxe chinoise, l'aïkido également, et bien d'autres disciplines encore. C'est un art du combat,
Certains sont devenus des sports, d'autres pas encore, car dans certaines disciplines, on autorise les coups à l'aine ou on plante les doigts dans les yeux de l'adversaire. Bruce Lee allie trapping, l'immobilisation, et grappling, la lutte. Il y avait 32 séquences différentes que l'on peut voir dans Le Jeu de la mort et La Fureur du dragon. Dans ces deux films, il y a plus de lutte. Le visage et la tête sont bloqués. Bruce nous a appris différentes méthodes d'immobilisation. Par exemple, pour éviter un coup de poing, on l'immobilise en reculant et en bloquant. C'est la position lock-up. Pour moi, je dis bien pour moi, les arts martiaux sont un moyen de s'exprimer honnêtement, ce qui est très difficile à faire. Je pourrais très bien faire mon numéro, me montrer arrogant et trouver ça plutôt cool. Ou bien faire des trucs bidons, tu vois ce que je veux dire. Ou alors je pourrais faire des mouvements très compliqués. Mais s'exprimer honnêtement, sans se mentir, ça, mon ami, c'est vraiment très difficile. Very hard to do. Depuis Big Boss, j'ai l'impression que les gens cherchent frénétiquement un nouveau Bruce Lee, en particulier parmi les pratiquants d'arts martiaux, comme le karaté, l'apkido, le judo, etc. Ils se fichent de savoir si ce nouveau Bruce Lee serait capable de jouer, du moment qu'il sait donner plus ou moins bien des coups de pied ou des coups de poing. Et si avec un peu de chance il connaît quelques trucs, alors les producteurs en feront une star. Penchons-nous sur la question. Est-ce qu'il est facile de devenir une star ? Je peux vous assurer que ça ne l'est pas. Et je peux vous dire également qu'en voyant les films de Bruce Lee, les spectateurs vont finir par voir une différence, non seulement dans le jeu des acteurs, mais aussi dans leur capacité physique. Par exemple, dans La Fureur du dragon, je suis confronté à un champion américain, Chuck Norris, qui a remporté 7 fois l'Open américaine et les championnats mondiaux de karaté. Et puis, il y a Bob Wall, le champion de karaté en 1970, catégorie poids lourd. Sans oublier Wong Jan-sik, un maître en Apkido 7e degré, que des spectateurs auront reconnu dans le film jouant le rôle d'Apkido. Bien sûr, certains vous diront que ce n'est que du cinéma, mais je suis convaincu que les spectateurs sont capables de se faire leur propre opinion et de comparer ces hommes, leur vitesse, leur puissance, leur rythme, leur coordination, leur variété de talents, etc. J'ai commencé à m'entraîner avec mon père dès que j'ai su marcher. Mon père s'entraînait beaucoup. Il y avait toujours du monde à la maison avec lui. Mon père était entouré d'élèves qui lui étaient proches. C'étaient des amis de la famille. L'un d'entre eux, Danny Innocento, est devenu mon professeur. Et donc, il y a toujours une continuité. Chez moi, j'ai gardé ses livres qu'il annotait et soulignait. C'est fascinant de voir où il trouvait ses sources. Il s'inspirait de livres sur l'escrime occidentale ou sur la boxe. Je me rappelle qu'il disait toujours qu'il faut essayer de retenir ce qui nous est utile et de rejeter ce qui ne l'est pas. Et ajouter ce qui nous est propre.
C'était son credo, le concept fondamental du Jeet Kune Do. Quand dans une interview on me demande quel est mon style, je réponds généralement que mon père a créé le Jeet Kune Do et que j'ai toujours connu cet art martial. C'est la réponse la plus facile. Mais je trouve que c'est un peu trop simpliste, car le Jeet Kune Do est une synthèse très personnelle des arts martiaux. Mon père voulait les désacraliser. Alors je me sens toujours un peu bête quand je dis que je fais du Jeet Kune Do, même si je m'entraîne depuis longtemps. Il serait plus juste de dire que je me suis fait ma propre interprétation du Jeet Kune Do, comme d'ailleurs tous ceux qui pratiquent cette discipline. C'est le but recherché. Danny, mon sifu, dit toujours qu'il enseigne les concepts du Jeet Kune Do. Il enseigne à ses élèves des concepts, une manière de penser et non pas simplement des techniques. C'est ce qui fait la différence entre donner un poisson à quelqu'un et lui apprendre à pêcher. Vous voyez? On peut apprendre un jeu à quelqu'un ou lui faire comprendre le concept de ce jeu et permettre ainsi d'ouvrir le champ à la réflexion. Et quand on comprend ce qu'est le concept, on peut avancer, essayer autre chose. Vous voyez? C'est là la base fondamentale du Jeet Kune Do. Offrir un art martial très créatif, libre de toute forme. And that's, I think, a lot of what lies behind Jeet Kune Do, and that is then dedicated to creating a really creative, free-form martial artist. Vous savez, je n'enseigne pas le karaté, car je ne crois plus à la notion de style. Je ne crois pas qu'il existe une forme de combat chinoise, japonaise ou de tout autre pays. Parce que pour avoir des formes de combat différentes, il faudrait que l'homme possède 3 bras et 4 jambes, alors que nous n'avons que 2 bras et 2 jambes. Il faudrait qu'il existe une catégorie d'êtres humains dont le corps serait différent d'une autre, pour qu'il existe un style de combat différent. Pourquoi? Parce que nous n'avons que 2 bras et 2 jambes. L'essentiel est de savoir comment les utiliser au maximum. En termes de puissance, on peut suivre une ligne droite, une courbe ou un cercle plus ou moins rapidement, suivant les circonstances. Et avec les jambes, on peut faire un kick-up. C'est la même chose. Ensuite, il faut se demander comment s'exprimer honnêtement au moment du combat. Comment être soi-même et frapper, non pas pour éviter de recevoir des coups, mais parce qu'on en a envie, parce qu'on s'exprime. C'est là une chose essentielle. Se découvrir en apprenant à utiliser son corps. Mais malheureusement, à la boxe, on utilise les mains. Au judo, on cherche à mettre au sol. Je ne critique pas ces disciplines. Mais le problème, c'est que ces différences de style séparent les gens. Ils ne sont pas unis parce que les styles sont codifiés. Alors qu'au début, quand on crée un style d'arts martiaux, on part sur des hypothèses. Ça devient ensuite parole d'évangile. Et les élèves qui apprennent un style se fondent dans un moule. Peu importe comment nous sommes ou qui nous sommes, peu importe notre constitution, on apprend un style et on en devient un pur produit. Je trouve que ce n'est pas une bonne façon d'agir. Les styles ont tendance à séparer les hommes. Chacun a sa doctrine qui devient parole d'évangile et n'est jamais remise en cause. En revanche, si on n'a pas de style particulier, si on veut s'affirmer en tant qu'être humain, s'exprimer totalement, complètement, dans ce cas, on ne crée pas de style. Parce que le style est quelque chose de figé, une cristallisation. Alors que si on cherche à s'exprimer, on évolue sans cesse. D'abord, on utilise les pieds. Puis on utilise les coudes. Dans le combat, il existe le coup avec les doigts, le coup de poing, le coup avec le revers du poing et le coup avec la cuisse.
Tout dépend de la partie du corps que l'on frappe et du choix de l'arme. Je peux utiliser mon arme la plus longue, le coup avec la cuisse, pour toucher la partie du corps la plus proche, la rotule de l'adversaire. On peut le comparer à un jab du gauche en boxe, mais il est plus redoutable que ce dernier. Voilà, c'est ça. On utilise tout le corps. On laisse le corps humain s'exprimer. Tout le corps, pas seulement la main. Bien sûr, s'il s'agit d'un combat dans un cadre sportif, c'est différent. Il y a des règles, un règlement. Mais une lutte en soi ne connaît aucune règle. Alors mieux vaut entraîner toutes les parties du corps. Un bon pratiquant d'arts martiaux est comme l'eau. Pourquoi? Parce que l'eau n'est pas solide. Je veux dire qu'on ne peut pas la saisir, ni la frapper ou la blesser. Alors il faut être comme l'eau et savoir s'adapter. Sois comme l'eau, n'aie pas de forme ni de consistance. Si tu verses de l'eau dans une tasse, elle devient la tasse. Si tu en verses dans une bouteille, elle devient la bouteille. Dans une théière, elle deviendra la théière. L'eau peut couler ou bouillonner. Sois comme l'eau, mon ami. Comment maintenir la vitesse sans perdre de la puissance de frappe? Je crois avoir trouvé la raison de mon ignorance. En Jeet Kune Do, un coup de poing est très précis et utile, surtout quand il y a une bagarre dans la rue. Bien, je vais commencer par les bases. Normalement, on apprend en commençant par la droite. Moi, j'aime me servir de la droite et de la gauche. Je vais faire une démonstration en commençant par la droite. À l'approche du coup de poing, on le part, comme ça. Et en même temps, on donne un coup, au ralenti. 1, vous voyez, et 2. On peut le faire ensemble ou séparément. On peut saisir le coup et répondre, ou le parer et répondre. On peut le faire ensemble. Et dans ce cas, on frappe. Je vais vous montrer de côté, au ralenti. 1, on passe vers l'extérieur. On fait beaucoup d'exercices en s'inspirant de différents systèmes. Bien, donc, un des mouvements de base, c'est le glissement et la frappe. Encore une fois, au ralenti, on glisse et on frappe. Maintenant, au moment où l'adversaire donne un coup de poing, je vais glisser à l'intérieur et frapper. Au ralenti, on passe à l'intérieur et on frappe. On frappe à l'intérieur et on frappe. Ensuite, on peut le faire ensemble. Ou parer juste avant de donner un revers, ou glisser et frapper. Et ensuite, frapper sur le côté opposé, comme ça. Voilà, ce sont les bases. Je vais vous montrer. Au moment de recevoir le focus glove, je veux que tu glisses, donnes un revers, un crochet et un revers. Au ralenti. Parade. Revers. Crochet. Revers. Voilà les exercices basiques qu'on nous a enseignés. On les retrouve dans la boxe occidentale ou la philippine. On glisse, revers, crochet, revers. Mais on peut aussi glisser d'abord, puis envoyer un crochet, un revers et à nouveau un crochet. Encore une fois, glissement, crochet, revers, crochet. Et quand l'adversaire envoie un coup droit direct, on peut également parer cette main et croiser ici. Quand il recule, tu donnes un revers, crochet, revers. Encore, glissement, revers, revers, crochet, revers. Encore une fois, glissement, revers, revers, crochet, revers. Une dernière fois, glissement, revers, revers, crochet, revers. Voilà, c'est ça la base. C'était juste un mouvement du bras, regarde. Tu vois, il n'y avait que le bras et les épaules. Les épaules étaient un peu tendues. Non, vraiment trop tendues. Regarde la différence. Là, tu as un peu utilisé les pieds. C'était bien. Les épaules sont trop raides. Tu remarqueras qu'au début, je disais que tu n'utilisais que les bras et les épaules. Là, ta main était très rapide, c'est très bien. Voyons maintenant ce que ça donne. Recommence encore une fois.
Il faut que tu utilises un peu plus tes pieds, tu vois? Les mains et les pieds. Les mains et les pieds. Vas-y. Pas mal. Regarde, quand je t'attaque, tu réagis en raidissant les épaules. Regarde, quand j'essaie de t'attaquer, il faut que tu arrives à ne pas trop te contracter, d'accord? Tu réagis et tu y vas, tu frappes. Là, tu utilises seulement les mains. Vas-y, pan! Tu vois, quand tu utilises ta main et tes pieds, on voit la différence. Tu comprends maintenant? Sois un peu plus détendu au début. Ouais, ça vient, mon ami. Regarde. Bien, le coup était plutôt réussi. Pas mal. Non, là tu étais un peu trop tendu. Regarde. Bien, on pourrait l'utiliser dans un film. Imaginons que cette personne se trouve là. Pour illustrer l'exercice, on peut utiliser le sachet que l'on utilise dans la boxe française et qui ressemble à ça. Je peux commencer par un mouvement de Wing Chun. Ensuite, continuer avec de la boxe occidentale. Et plus tard, je peux utiliser une prise d'immobilisation proche du Jiu-Jitsu. Pour bien vous montrer devant la caméra, je vais faire chuter la personne et l'immobiliser, puis poursuivre par un système qui utilise ce type de prise, que ce soit le Jiu-Jitsu, de l'aïkido, du Kali ou du Pencak Silat. Vous aurez remarqué qu'on est passé d'un système à l'autre sans interruption. Je peux décider d'utiliser tel ou tel coup et enchaîner avec un mouvement de Wing Chun, par exemple, puis poursuivre avec un coup de coude de Muay Thai. Je vais décomposer pour vous montrer les différentes prises d'immobilisation. Le Jeet Kune Do est un mélange de styles. Dans ce système, on n'enchaîne pas les disciplines sans une certaine réflexion. C'est un point essentiel du concept de Jeet Kune Do. Au karaté, le coup de poing doit être aussi dur qu'une barre de fer. Au Jeet Kune Do, il ressemble à une chaîne en fer, avec une balle en fer attachée au bout. On frappe fort et ça fait mal à l'intérieur de soi. On recommence? Le japonais Hayward Nishioka, champion de judo, et également ceinture noire de karaté Shotokan, a mis au point un test scientifique dans une université californienne afin de déceler la différence entre un coup de poing de karaté et un coup de poing de Jeet Kune Do. Il a découvert que le coup de poing de Jeet Kune Do est bien plus puissant et dévastateur que le traditionnel coup de poing de karaté. Quand on donne un coup de poing, je me penche un peu en avant. Il faut bien entraîner la hanche d'un coup sec et y mettre toute son énergie. Il faut que ça soit une arme. Pour m'atteindre, il faut venir vers moi. Mais ton attaque me permet de t'intercepter. N'attaque pas aveuglément. Dans un combat, la distance est un paramètre qui varie constamment, en fonction de la vitesse, de l'agilité et du contrôle des deux adversaires. On bouge sans cesse, rapidement, à la recherche de la moindre approche qui augmentera les chances d'atteindre l'adversaire. Bien, je vais commencer par le jeu de jambes, qui permet de se mouvoir, de se déplacer.
On l'appelle le système de livraison. Quand Bruce Lee a commencé à enseigner le JKD en 1964, il m'a appris à lever le talon gauche et à pointer l'autre jambe, ce qu'il a nommé la position du Baijong. Comme ça, vous voyez. Je vais commencer cette session par les bases du jeu de jambes. Voici le Step and Slide Shuffle, un pas en avant et on recule en glissant. Voici les deux premiers pas. On avance et on recule, à droite et à gauche. Quand on a commencé en 1964, on commençait toujours à droite. Mais plus tard, on a décidé de commencer aussi à gauche. Reprenons le jeu de jambes. Avance, recule, à gauche et à droite. Ensuite, on avance et on recule en un mouvement. Puis on recule et on avance. Deux pas en avant, deux en arrière, deux vers la gauche et deux vers la droite. On va maintenant partir de la droite. Je décompose. Ensuite, on change. Voilà les bases du jeu de jambes en JKD. Bruce Lee nous a également appris une autre méthode, le pas glissé et le pas glissé en avant. Le principe est de glisser et de faire un pas. On glisse et on avance. On glisse et on avance. On glisse et on avance. En partant de la gauche, ça donne ça. On glisse et on avance. On glisse et on recule. On glisse et on recule. Ensuite, il y a un enchaînement qui ressemble au Step and Slide Shuffle. C'est ce qu'on appelle un Push Shuffle. On pousse et on recule. Au lieu de faire un pas et de glisser, on pousse et on recule. On appelle cette figure le Push Shuffle qu'on a fait en partant de la jambe droite. On va maintenant partir de la gauche. Push Shuffle, Push Shuffle, Push Shuffle. Bien, ensuite, Bruce Lee nous a également appris à nous déplacer sur un cercle. On tourne par quart de tour. On tourne comme si l'adversaire se trouvait là. On imagine qu'il a fait un quart de tour et on tourne. Un autre quart, on tourne. Encore une fois, on tourne. On imagine que l'adversaire tourne comme ceci et on le suit en traçant un cercle. Il tourne par là et on le suit. Il tourne à nouveau et on le suit. On commence en partant de la droite. Voilà, l'homme tourne de ce côté et on le suit. Il tourne, on le suit. Il tourne, on le suit. Il tourne et on le suit. Il tourne et on le suit. Ensuite, on change de côté. Votre adversaire se déplace de ce côté et vous le suivez, latéralement. Vous tournez. On tourne autour. Voilà. C'est le système de déplacement utilisé en JKDO, qu'on appelle également le système de livraison. Voici l'attaque en combinaison. Vous remarquerez une différence. Au début, on a tendance à trop courir, et donc à trop se déplacer. Et donc, au moment d'attaquer, le centre de gravité se trouve trop en avant. Et cela modifie complètement la nature du coup. On part en arrière parce que le corps était lui-même trop en arrière. Là, c'est ce qu'on appelle une attaque avec provocation. Quand on essaie de réaliser quelque chose, de donner un coup dans l'intention de faire mal, on se penche en arrière. Mais ça ne se fait pas dans une attaque avec combinaison. Tu vois, tu te précipites, là. Il faut vraiment... Prends ton temps au début, et ensuite vas-y, frappe. Là, tu vois, tu es toujours... Le problème, ce n'est pas ton corps, mais c'est que mentalement tu fuis, tu comprends? Regarde, au ralenti. Le corps est toujours là, et non pas loin devant. Tu vois ce que je veux dire? Tu restes un peu en arrière tout en avançant. Allons-y. 1 et 2. Vas-y doucement. D'accord? Et 1, c'est bien. 2. Une fois que tu as compris ça, tu t'attaques aux différents coups de pied pour voir si tu les maîtrises. Et 2 et 3. Ah, tu contrôles plus, là. Tu penses trop à l'enchaînement. Il ne faut pas anticiper. C'est mieux maintenant. Tu donnes un coup sec à la fin. Avant, tu faisais juste une figure. Et là, tu frappes. Tu vois, il faut juste lancer la jambe. Et ensuite, un pas et on glisse. Voilà, c'est bien.
Là, tu ne fuis plus. Tu es dans le rythme. On y va. 1, 2 et 3. Bien. Frappe, frappe, frappe. C'est bien. Sur le dernier, tu étais un peu déséquilibré, mais tu as bien frappé. On y va, frappe avec la jambe. Il faut ramener la jambe. Tu la laisses suspendue trop longtemps. Ramène-la, ramène-la. Il faut la ramener, il faut la ramener. Tu vois, tu frappes et tu laisses traîner ta jambe. Il faut qu'elle revienne immédiatement. Regarde bien. Il faut frapper et ramener la jambe, tu comprends? Vraiment. La mesure du combat, c'est la distance que garde le combattant face à son adversaire. Cette distance doit lui permettre d'être hors de portée, sauf si son adversaire plonge en avant. Les arts martiaux occupent une place prépondérante dans ma vie. Tout ce que j'ai appris dans mon métier d'acteur, de pratiquant des arts martiaux et dans ma vie d'homme, je le dois aux arts martiaux. Si tu veux t'entraîner au coup de poing, donne des coups de poing. Si tu préfères t'entraîner au coup de pied, alors donne-en. Mes coups de poing et de pied sont extrêmement puissants. Un jour, j'ai montré un coup de pied latéral à Ken Knudsen, un très grand pratiquant de Goju. Le coup a été si rapide qu'il a eu l'impression de ne pas avoir bougé. En regardant la cassette, j'ai remarqué qu'au fur et à mesure, tu te concentres davantage sur la technique et on voit que tu t'améliores. À la fin du geste, au moment de l'impact, ton pied reste trop longtemps en l'air. Regarde. Tu vois, ce n'est pas une ligne droite bien nette qui vise la cible, la touche et revient. Bonne réaction, là. Bien, tu es détendu, je vois tes mains détendues. Et frappe. On y va. Encore une fois. Ouais, pas mal. C'était vraiment rapide, là. Tu as vu? Il y a une chose à laquelle tu dois faire attention. Au début, c'est un peu mou. Il faut être vigilant au début. La première partie doit être rapide. Et une fois que le mouvement est effectué, il faut vite ramener la jambe. En fait, il faut être rapide du début à la fin. Regarde le coup de pied circulaire. Il y a beaucoup à apprendre là. Le coup n'était pas vraiment excellent. Mais c'est intéressant.
Parce que tu contrôles beaucoup ton mouvement. Et donc, comme tu réfléchis trop à son exécution, tu es très tendu. Là, le mouvement était plus détendu. Et maintenant, regarde. Maintenant, il faut que tu oublies de penser à ce que tu fais et de le faire. Un point, c'est tout. Tu vois, en plein dans le mille. Une fois que tu as l'esprit plus léger, tu peux y aller. Regarde bien les 2 prochains coups de pied. Vas-y, frappe, en pleine tête. Et le tempo était bon. Boum, en pleine tête. Là, c'est James Coburn qui donne un coup de pied. Tu vois ce que je veux dire? Il faut vraiment y aller. On voit vraiment la différence quand je frappe le coup de pied. Il faut y mettre tout ce qu'on a, toute son énergie, pour que le coup de pied devienne une arme. Voyons un peu. Là, je veux voir la vitesse et la rapidité de ton attaque. C'est une simple attaque, un coup de pied latéral, je crois. Je voulais que tu regardes le mouvement. Tu sautilles juste pour le plaisir. Non, pas cette attaque. Celle-ci, l'intention est bonne. Tu te décides et tu y vas. Pas mal, vraiment pas mal. Regarde ton coup de pied à la fin du mouvement. Tu le laisses tomber. Tu ne ramènes pas la jambe assez vite. Le début était rapide, alors si tu ramènes vite la jambe, le coup gagnera en vitesse. Tu vois, encore une fois, tu ne l'as pas ramené. Tu bouges, c'est bien. Tu es rapide. Mais à nouveau, tu ne ramènes pas la jambe assez vite. Allez, frappe. Bien. Ton coup est vraiment rapide, c'est bien. Peut-être un petit pas, là, mais bon, c'était bien. Tu vois, là, tu bouges ta jambe. Mais les épaules sont un peu... C'était pas mal, plutôt bien. Tes épaules sont un tout petit peu tendues. Le haut du corps et le bas du corps ne doivent faire qu'un. Tu vois, je ne sais pas si tu as remarqué ta jambe, tu ne la ramènes pas assez vite. Là, tu vois, tu as bien amélioré le début de ton mouvement, c'est beaucoup mieux. 1, 2, 3, c'était bien, c'était bien. Un tout petit peu bas. Bien. C'est la flexibilité. Je voudrais que tu regardes ta jambe gauche, la jambe d'appui. Tu vois, la jambe n'est plus en appui. La première fois, tu ne l'as pas fait. La deuxième fois non plus. Et maintenant, regarde. Tu vois, tu redresses la jambe et tu mets tout le poids sur la hanche. Et tu atteins ta cible facilement. Là, on reçoit le coup de pied latéral. J'aime beaucoup le premier coup, très naturel, même si l'exécution n'est pas parfaite. On voit que la jambe monte tranquillement. Sur le deuxième coup, tu contrôles la position de ton pied. Un peu trop peut-être. Regarde. Tu vois ce que je veux dire? Le coup n'est pas aussi naturel que la première fois. Tu vois, quand tu réalises bien le geste, quand tu touches l'adversaire, la jambe gauche est complètement allongée. Et c'est très facile. Je crois que nous comparons... Retiens ta jambe. Je te demande ça pour que tu ressentes ce que ça fait. Et là, tu la ramènes rapidement. Regarde. Tu vois? Tu étais un peu déséquilibré par rapport au précédent, mais ça ne fait rien. Maintenant, les coups de pied latéraux. Regarde, je préfère le second coup au premier. Il était mieux ajusté. Bien. Allez, encore une fois.
Trop bas. Bien le second coup. Tu vois, tu reviens sur une ligne droite. On recommence. Regarde bien ce que je te montre. Il faut que tu exagères le retour de la jambe. Tu comprends? Tu la ramènes. Regarde encore une fois. Tu vois, exagère le retour de la jambe. Il faut que ça se fasse plus rapidement et avec plus de force. Là, regarde. J'aime bien le côté naturel de ton coup de pied. Regarde. Tu vois, à la fin, on voit que tu as de bonnes sensations. Fais sauter le sac. Encore une fois. Encore. La coordination demande toute une préparation physique. Il faut être un véritable athlète, et donc faire du jogging, ce genre de choses pour être en forme. Quand il était instructeur, mon père avait attiré l'attention sur le fait que beaucoup de pratiquants des arts martiaux ne se souciaient pas vraiment de leur instrument. Et le corps fait partie des instruments que l'on utilise forcément dans les arts martiaux. Alors je pense qu'il est important de s'en souvenir et d'y prêter attention. Je trouve intéressant de savoir où se situent nos limites, jusqu'où on peut aller avant d'être épuisé, peu importe ce qu'on fait, soulever des poids ou faire un exercice cardiovasculaire. J'aime savoir jusqu'où peut aller le physique et le mental, et donc je m'entraîne. Je saute beaucoup à la corde, je cours, je fais du vélo. Je préfère de loin faire du sport à l'extérieur plutôt que de m'enfermer dans une salle. Et puis je m'entraîne à l'école, ce qui demande parfois un bon niveau cardiovasculaire. Certains cours, comme le kickboxing Muay Thai, exigent d'avoir un très bon cœur. D'autres cours sont plus techniques, et on n'en ressort pas complètement essoufflé. On apprend juste quelques méthodes. Ensuite, je m'entraîne à l'haltérophilie en travaillant 2 parties du corps chaque jour. C'est assez intense. Parfois, je change un peu mon entraînement. Je travaille par exemple le dos et les biceps. Un jour, la poitrine et les triceps. Un autre, une autre partie du corps avec les jambes et le jour suivant, etc. Et puis j'inverse. C'est à mon avis ce qu'il y a de mieux à faire, que ce soit avec un poids lourd ou léger. En fait, on travaille avec des poids lourds pour développer la masse, et avec des poids légers pour développer la carrure et sculpter les muscles. Comme je n'ai jamais eu envie d'être fort, mais plutôt d'avoir un corps sculpté, je préfère travailler avec des poids légers. Mais je pense que cela demande également un gros effort cardiovasculaire. Il faut surveiller le taux de graisse dans le corps. Et donc, j'ai toujours fait beaucoup d'exercices cardiovasculaires parce que c'est un vrai atout. C'est bien d'avoir envie de soulever des poids lourds et d'avoir de gros muscles. Mais l'endurance cardiovasculaire me semble bien plus utile que des muscles. À l'école, quand il faut tenir un round de 3 minutes dans une discipline comme le Thaï, peu importe que tu sois très musclé, si tu n'as pas un bon système cardiovasculaire, tu meurs au bout de 45 secondes. Alors que moi, je peux continuer.
Pushing. Okay, now Jim, go and kick a beanbag and give me the thrust the sucker to Kingdom Hub. Oh, center. Now Jim, face that sucker. Now I'm gonna. You are cutting your half now. That's okay. How's that? Beautiful. No, I mean I want you to be half. You're still kicking a little bit off to the side. Kick him directly now. Good. Now don't kick it again, but don't turn your body so much when you finish. Try to still face him when you finish, okay? Good. Now kick the sucker when he comes back. Not yet, not yet. That's Quand on a commencé, nous n'avions aucun pad thaïlandais. Et donc, Sifu Bruce nous a recommandé d'utiliser des protections à l'avant-bras, comme au football. Ça se faisait beaucoup à l'époque, mais aujourd'hui on ne s'en sert plus. Voici son bouclier de frappe, le bouclier de Bruce Lee. Il l'utilise dans le film La Fureur du Dragon. Vous remarquerez qu'il n'avait qu'une partie. En fait, j'avais un bras et lui le deuxième. Cet instrument a été utilisé dans La Fureur du Dragon. Celui-ci a fait partie des accessoires de Opération Dragon. À l'origine, on l'utilisait pour l'entraînement à un art martial japonais, mais on l'a modifié et on a utilisé un casque spécial ou un casque de boxe. Et on s'en servait lors des entraînements. C'étaient quelques-uns des accessoires que nous utilisions quand on faisait de la boxe. Quand un de ces films passait à la télévision, il fallait revoir les scènes au ralenti parce que sinon, on pouvait croire que ces mouvements étaient des effets spéciaux. Il était rapide, extrêmement rapide. Au cours de mes entraînements, je n'ai jamais rencontré quelqu'un d'aussi rapide. On peut travailler la vitesse. Je pense que la rapidité est avant tout un facteur génétique. Oui, certaines personnes ont ce don, elles sont rapides de nature. Mais l'entraînement à la rapidité est avant tout une question de travail de mémoire des muscles. La rapidité d'un mouvement est quelque chose qui se mesure au millième de seconde près. Imaginons que je me tienne à côté d'une personne qui ne s'est jamais entraînée et qu'on envoie un coup droit direct à un signal. Je serai probablement en avance de seulement quelques centièmes de seconde. Mais quand on parle de rapidité dans la répétition de mouvements, on fait appel à la mémoire des muscles. Là, une personne non entraînée hésiterait parce qu'elle n'aurait pas entraîné ses muscles ni sa perception pour pouvoir réagir rapidement face à divers événements. To be able to react quickly to a variety of different circumstances. Martial art is a combative form. Les arts martiaux permettent d'exprimer le corps humain à travers un combat. Cela demande un apprentissage. Il faut faire travailler chaque partie de son corps, sans cesse, en faisant des assouplissements et des étirements de tout. Il faut que le corps reste en mouvement. L'idée, c'est qu'un cours d'eau ne doit jamais s'assécher. Il faut garder cette fluidité en soi. When the opponent expands, I contract. And when he contracts, I expand. And when there is an opportunity, I do not hit. It hits all by itself. To me, J'enseigne les arts martiaux de sorte que toutes les connaissances servent à se connaître soi-même. Mes élèves viennent à mes cours pour que je leur apprenne à se défendre ou à éliminer un adversaire, mais aussi et surtout pour que je leur apprenne à s'exprimer en exécutant des mouvements, à exprimer la colère ou la détermination, par exemple. Bref, l'élève me paie pour que je lui montre, à travers un combat, l'art d'exprimer le corps humain.
Le Jeet Kune Do n'est pas un style. Je ne suis pas là pour enseigner, mais pour aider l'élève à se découvrir, rien de plus. Il y a l'instinct naturel et le contrôle. Il faut combiner les deux harmonieusement. Si le premier des deux instincts est très prononcé, la personne se comporte de façon irrationnelle. À l'inverse, si on se contrôle trop, on devient une machine. James Coburn est un homme adorable. C'est quelqu'un de très gentil, très doux, tu vois. Et comme il aime l'aspect philosophique du Jeet Kune Do, il comprend mieux qu'un autre cet art martial. Les arts martiaux font entièrement partie de ma vie et sont un héritage de mon père. Je le dois à mon père. J'ai commencé à apprendre les arts martiaux dès que j'ai su marcher, et il s'est occupé de mon entraînement jusqu'à sa mort. Ensuite, j'ai poursuivi mon apprentissage avec un de ses étudiants. Tu sais ce que je veux penser de moi en tant qu'être humain? Je vais peut-être paraître un peu doctrinaire, mais là-haut dans le ciel, au paradis, il n'existe qu'une seule famille. Simplement, les gens sont différents. A good martial artist does not become tense but ready. Not thinking yet, not dreaming. Ready for whatever may come. Au cours du long apprentissage des arts martiaux, on se heurte à des barrières qui nous empêchent de poursuivre notre chemin vers la maîtrise de ces arts. Ces barrières représentent nos propres limites, que ce soit le manque de volonté, les limites de nos capacités, des capacités naturelles, le manque de courage, ou encore notre façon de gérer le succès ou les échecs. En franchissant ces barrières une par une, on se découvre. Et parfois, ce qu'on apprend sur soi apporte un sens spirituel. Je ne crois ni au système ni aux méthodes. Mais sans système, sans méthode, que peut-on enseigner? J'ai trouvé la raison de mon ignorance.